Chaque dimanche après-midi sur Europe 1, il vous donne rendez-vous avec la science. C'est Alain Sirou, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La plus haute distinction de la recherche française, la médaille d'or du CNRS, vient d'être décernée au mathématicien français Alain Caunes. Un honneur pour une discipline qui compte en France 400 chercheurs à temps plein dans des organismes comme le CNRS, l'INRIA ou l'INSEE, mais surtout une reconnaissance publique pour un talent mondialement reconnu, le vôtre. Alain Caunes, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France et oui. à l'IHES, c'est l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette. Alors, tout de suite, quelle est pour vous la signification, j'allais dire la saveur de cette distinction? C'est une distinction qui m'a fait énormément plaisir parce que j'ai commencé vraiment mon travail de recherche au CNRS. Librement? Librement, oui. Et donc je suis rentré au CNRS en 70, j'en suis sorti pour partir à la coopération en 74, mais quand j'étais à la coopération, j'ai accepté un poste à l'université de Paris 6, et en rentrant, je me suis aperçu qu'évidemment la qualité de travail pour faire de la recherche n'était pas du tout comparable lorsqu'on a des tâches d'enseignement. En gros, si vous voulez, pour prendre une image de mathématicien, mon temps qui avant était un temps entier, entièrement connexe et tout ça, s'était transformé tout d'un coup en un ensemble fractal, un peu comme, vous savez, ces ensembles qu'on voit. Donc, en fait, je me disais que je pouvais... J'avais par exemple 1h30 de temps pour faire la recherche. En fait, c'est pas possible. Il faut commencer à réfléchir pendant une demi-heure, etc. Donc, j'ai tout de suite reposé ma candidature au CNRS. C'est un outil remplaçable qu'on a et qui nous est envié, vous pouvez pas savoir, de l'étranger. J'ai entendu à propos, vous savez, de cette réforme de la recherche, etc. Beaucoup de gens vantaient les États-Unis. En fait, c'est ignoré, tout au moins en mathématiques, à quel point le système que l'on a du CNRS est un système incroyablement efficace. Ça explique qu'il y ait une école française des mathématiques, que beaucoup de mathématiciens soient... Non, c'est pas le CNRS en lui-même qui explique, si vous voulez, la tradition française en mathématiques. Je crois que c'est une tradition qui a... c'est difficile d'expliquer quelque chose d'aussi subtil. Il y a 36 raisons. Il y a le rationalisme, il y a Descartes, il y a la langue française qui a une espèce de frontalité, si vous voulez, quelque chose qui fait que si on n'a pas les idées claires, on peut pas les exprimer clairement en français. On peut le faire en anglais, enfin au moins si on croit parler l'anglais correctement, mais pas en français. Alain Caunes, vous êtes né un 1er avril, oui, il y a 57 ans, c'était pas une blague. C'était une blague, mon père a cru que c'était une blague quand on lui a dit. Oui, tout à fait. À Draguignan. Oui. Comment êtes-vous tombé dans le tonneau des mathématiques? Est-ce que vous vous souvenez de l'époque et des circonstances de la découverte de ce qui allait devenir votre métier et aussi votre passion? C'est une longue histoire, si vous voulez, parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que Draguignan n'est pas une grande ville et il n'y avait pas un système scolaire à Draguignan qui m'aurait permis d'accéder à l'école normale. Donc mes parents s'en sont aperçus et mon père a accepté, lorsque j'avais en fait 8 ans, un poste à Marseille qui était un poste dangereux puisque, si vous voulez, il a accepté de devenir chef d'une brigade de répression contre le trafic d'alcool. Donc il a accepté ce poste pour pouvoir aller à Marseille en sachant que on aurait, mes 2 frères et moi, de bien meilleures études, de bien meilleures possibilités à Marseille. Donc en fait, j'ai fait mes études entièrement dans un lycée de Marseille, qui est le lycée standard auquel les gens allaient à l'époque, qu'on appelle le lycée Saint-Charles. Donc j'ai fait mes études primaires et secondaires dans ce lycée. C'est vrai que dès ma petite enfance, si vous voulez, à l'époque, on apprenait en école primaire aux gens les 4 opérations de calcul. On apprenait la division, on apprenait à faire des divisions compliquées, et quand j'avais, je me souviens plus quel âge, peut-être 6 ou 7 ans, je passais des heures et des heures sous la direction de mon père à faire des multiplications, des divisions, et je trouvais un plaisir extraordinaire. Donc, si vous voulez, je savais dès le départ, non pas que j'allais faire des maths et que j'allais devenir mathématicien, mais je savais que c'était une source de plaisir incroyable. Donc après, je n'ai jamais été déçu, au sens où j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir un excellent prof en 6e, qui s'appelait Abdon, et qui était un prof tout à fait extraordinaire pour nous, parce que il avait été parachuté en 6e alors que c'était un prof de maths sup et maths spé. Donc, j'imagine la taille des problèmes qu'il vous soumettait. Exactement, c'est-à-dire. Et alors, il avait une caractéristique particulière, et avec mes copains, on rigolait tous, parce qu'il avait un regard hypnotisant. C'est-à-dire que chaque fois qu'il nous regardait, on avait le fou rire, on avait envie de rigoler. Et alors, il y a une histoire que j'aime bien raconter, parce que c'est une histoire vraie, mais j'ai toujours pas digéré. C'était un jour, comme ça, il posait des problèmes de géométrie, qui était peut-être, je sais pas moi, du niveau de la seconde, de la première à l'époque. En 6e. En 6e. Et un jour, il a posé un problème comme ça au tableau, et pour une raison que je n'ai toujours pas réussi à comprendre, je lui ai donné la solution. Et alors après, lui avoir donné la solution, lui était un peu ébahi, moi aussi, et il m'a fallu une demi-heure pour comprendre que ce que je lui avais dit
était correcte et donnait la solution du problème. Bon, mais en fait, si vous voulez, ça avait été un choc, et ça avait été un choc libérateur, d'une certaine manière. Vous avez fait l'école normale supérieure à Paris, Oui. où vous dites, là, on était très libre. Est-ce que c'était à cause de l'époque dans laquelle vous étiez, les années 66, non, parce que 68? je suis rentré avant 68. Donc, quand je suis rentré en 66, Cartan n'était plus si vous voulez, le directeur des études pour les mathématiciens à l'école normale. À l'époque d'Henri Cartan, les choses étaient, bon, les gens devaient travailler, etc. Quand je suis rentré, c'était devenu beaucoup plus laxiste, c'est-à-dire la première année, quand je suis rentré, en fait, pratiquement pendant toute l'année, j'avais pas mis les pieds à l'université, je savais même pas où elle était. Et le jour où j'ai dû passer les examens à la fin de l'année, c'est mes copains qui m'ont amené. J'étais jamais à l'université. Bon, ça s'est bien passé quand même. Pourquoi? Parce que on était très libre, mais on passait son temps à se poser des questions de maths, à être compétitifs les uns avec les autres. On faisait un petit peu, si vous voulez, des mathématiques sportives, c'est-à-dire qu'on se posait des problèmes. Et je me souviens d'un copain qui m'avait posé un problème en me parlant d'un étage à l'autre dans l'escalier. Bon, j'avais fait mine de pas trop m'y intéresser, puis en fait, j'ai fait travailler dessus pendant tout le week-end. Et quand j'étais revenu, bon, il y avait la solution en partie, etc. Donc, si vous voulez, il y avait une émulation incroyable. Donc, vous avez appris à Lincoln tout seul les mathématiques? Pas tout seul, en discutant avec mes copains, mais pas du tout en allant écouter des cours, des trucs comme ça. Non, c'était pas le cas. C'est toujours faisable à votre avis? Je pense. Bon, évidemment, il faut apprendre des choses. On ne peut pas retrouver tous les théorèmes de mathématiques. Et il y en a de plus en plus. Par contre, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que ne faire qu'apprendre des théorèmes et ne pas passer des heures et des heures à sécher sur un problème, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire, on apprend des maths vraiment en séchant sur des problèmes aussi simples, aussi faciles que soit leur apparence. Peu importe. En fait, on apprend en séchant. On n'apprend pas en étant très content et en disant bon, j'ai appris un tas de choses savantes avec des mots savants, etc. Non, c'est pas le cas. Nous sommes en compagnie d'Alain Caunes, mathématicien, médaille d'or 2004 du CNRS. Alain Caunes, merci d'être avec nous. On a, nous, j'allais dire, un peu de difficulté à savoir quelle est la nature du travail du mathématicien et en particulier la nature de votre travail et de ce que vous faites, Alain Caunes. Est-ce lié à la découverte majeure du XXe siècle qui est celle, ou deux découvertes majeures, de la relativité et de la physique quantique? Oui, alors donc il y a deux questions différentes. Il y a quel est le travail du mathématicien en général, si vous voulez, et il y a les résultats particuliers qui m'ont valu cette distinction. Alors, commençons par vous, si vous voulez. Oui, alors dans mon cas, c'est assez compliqué parce que si vous voulez, en fait, ce qui se produit, mais je pense que ça c'est assez vrai pour pas mal de mathématiciens, c'est qu'il y a une espèce de monde mathématique et un mathématicien en fait a un parcours. C'est-à-dire qu'un mathématicien commence par bien connaître toute petite région, aussi spécialisée soit-elle, dans le monde mathématique. Il commence par, d'une certaine manière, se l'approprier, c'est-à-dire la connaître suffisamment bien pour se sentir à l'aise, etc., démontrer des résultats nouveaux, etc. Et ensuite, il a un parcours, c'est-à-dire que ensuite, il va se déplacer dans cette géographie des mathématiques, sans jamais, si possible, casser le fil d'Ariane qui le relie, si vous voulez, à son point de départ, mais si possible, si vous voulez, il va garder constamment une espèce de point de vue original, un peu naïf, un peu particulier, qui va faire qu'au lieu d'être une éponge qui absorbe toutes les notions mathématiques qui lui sont présentées, au contraire, il va faire une espèce de sélection très très bizarre qui va correspondre à son profil particulier et qui va faire que finalement il ne va pouvoir s'orienter que vers certains problèmes. Alors moi c'était mon cas au départ, c'est-à-dire au départ j'avais commencé par travailler sur certains problèmes et puis il s'est trouvé un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'avais été invité aux États-Unis, à Seattle, et quand je suis arrivé à Seattle, on était avec mon épouse, on avait pris le train pour traverser le Canada, et pour traverser le Canada, j'avais acheté un livre, parce que je voulais pas m'ennuyer, j'avais acheté un livre de maths à Princeton, mais au hasard, complètement au hasard, dans la bibliothèque de Princeton, j'avais trouvé un bouquin qui me plaisait bien, et puis dans le train, je l'avais regardé. Et à mon grand étonnement, quand on est arrivé à Seattle, et qu'on est arrivé à la conférence, je me suis aperçu que le bouquin était le centre de la conférence, et que, alors là, je me suis dit, il n'y a pas 36 choses à faire, il faut que je n'aille qu'aux conférences qu'au laïus, si vous voulez, qui ont trait à ce bouquin-là, et il faut que je l'étudie en détail. Alors j'ai fait ce travail-là, je l'ai étudié en détail, j'ai passé un temps fou à l'étudier. Et autre coïncidence, quand je suis rentré en France, j'ai été au séminaire Dixmier, parce que Dixmier, si vous voulez, s'occuper de ce domaine-là. Et le premier travail que Dixmier m'a donné à exposer pour son séminaire, ça a fait vraiment tilt, si vous voulez, tout d'un coup, avec l'autre travail que j'avais vu à Seattle. Les deux se sont mis ensemble, et ça a été le point de départ de mes travaux.
coïncidences qui sont mises en relation et qui vous permettent de tisser un réel travail sur un thème déterminé. Exactement. Ce thème, Alain Caunes... Oui, je peux l'expliquer. Je peux vous dire ce que c'est, si vous voulez. En fait, à partir de la découverte par Heisenberg de la mécanique quantique. Alors, qu'a trouvé Heisenberg? Heisenberg a trouvé que, si vous voulez, les gens avant avaient ce qu'on appelle la mécanique classique comme outil de compréhension des phénomènes. Et lorsqu'on applique la mécanique classique à l'interaction d'un atome, c'est-à-dire lorsqu'on pense qu'un atome c'est un tout petit système de mécanique classique et qu'on le fait interagir avec la radiation électromagnétique, ça prédit des résultats, mais ces résultats ne sont pas du tout les résultats qu'on trouve expérimentalement. Alors ce qu'a fait Heisenberg, il a parti des résultats expérimentaux et il a cherché quelle était la mécanique qui devait marcher pour qu'on trouve ces résultats expérimentaux. Et qu'est-ce qu'a trouvé Heisenberg? Il a trouvé une chose qui est ahurissante. Il a trouvé qu'en fait, si vous voulez, l'espace des paramètres qui servent pour spécifier l'état de l'atome, c'est-à-dire dans quel état est l'atome, eh bien ces paramètres, au lieu que ce soit des coordonnées comme les coordonnées de Descartes, c'est-à-dire simplement des nombres qui commutent entre eux, eh bien ce sont des opérateurs, des nombres qui ne commutent plus entre eux. Alors ça a donné naissance à un domaine mathématique grâce, si vous voulez, à l'intuition d'un mathématicien qui s'appelle von Neumann, qui était l'inventeur du computer et de la théorie des jeux, et en outre. Et à partir, si vous voulez, de l'intuition de von Neumann, on a découvert des algèbres qu'on appelle l'algèbre de von Neumann. Alors ma contribution essentielle à la théorie des algèbres de von Neumann, ça a été de comprendre, relativement peu de temps après cette coïncidence qui s'était produite, qu'en fait ces algèbres avaient une évolution dans le temps, c'est-à-dire, si vous voulez, elles avaient un temps qui était inscrit en elles, donc elles bougent avec le temps, qui était complètement canonique. Alors ça utilisait bien sûr des travaux antérieurs, mais ce qui était ahurissant, si vous voulez, c'était qu'on avait besoin de rien d'autre pour définir cette évolution dans le temps. Alors il en résultait tout de suite quantité de ce qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire ça permettrait de classer ces facteurs, et ça permettait aussi de faire ce qu'on appelle la classification des facteurs de type 3. Donc c'est ça mon travail. Alors ce que j'ai cherché après, si vous voulez, c'est après, donc j'ai été invité par exemple à l'IHES, à l'Institut des hautes études scientifiques, et je me suis aperçu que les mathématiques que je faisais étaient encore très loin du centre des mathématiques. Donc j'ai cherché à trouver parmi les mathématiques que les gens faisaient à l'IHES, comme des gens comme Sullivan, etc., quelles étaient les mathématiques qu'ils faisaient qui donnaient naissance aux algèbres que je connaissais. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y en avait des quantités. C'est-à-dire que la notion de feuilletage, qui est une notion, vous voyez, par exemple, lorsque vous regardez des couches géologiques, quand vous voyez des roches, vous voyez bien que ces roches, il y a des espèces de stries le long des roches. Eh bien, un feuilletage mathématique, c'est l'abstraction de ça. D'accord? C'est-à-dire un feuilletage, c'est des espèces de stries comme ça dans les roches. Bon. Alors, je me suis aperçu que chaque feuilletage donnait naissance à une algèbre de von Neumann. Alors, la première chose, c'est que ça a donné illustration de toute cette classification, bien entendu. Mais la deuxième chose, c'est que ça a montré qu'en fait, derrière ces algèbres que j'avais étudiées, il y avait des espaces. Et que ces espaces étaient des espaces beaucoup plus subtils que les espaces ordinaires qui ont des coordonnées qui commutent. Et c'est ce que j'ai appelé des espaces non commutatifs. Et alors, ces espaces, bien sûr, il ne fallait pas seulement les étudier à un niveau grossier, qui est le niveau de la théorie de la mesure, c'est-à-dire la quantité de points qui sont dedans, mais il fallait généraliser toutes les notions mathématiques qu'on connaît, comme la topologie, c'est-à-dire les formes, comme, si vous voulez, la géométrie, qui est la mesure des distances, il fallait l'adapter à ces espaces-là. Donc c'est ce que j'ai continué à faire après. Alors, vous avez expliqué qu'il y a eu beaucoup de surprises dans la découverte de cette géométrie, et en particulier que ces espaces inventent du temps. Oui. Alors, il y a quelque chose de, de très poétique dans cette image-là. Je vais vous donner deux choses très concrètes qu'on peut dire justement sur cette géométrie et sur ces espaces. La première, c'est celle que vous dites, et c'est une chose qui me fascine toujours. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait que le produit AB ne soit pas la même chose que le produit BA engendre le temps. Alors quand je dis le produit AB n'est pas égal au produit BA, ben, si vous voulez, il y a 36 choses que vous pouvez donner comme exemple. C'est-à-dire, par exemple, vous mettez vos chaussures, puis vous les lacez. Mais si vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez lasser vos chaussures et puis essayer de les mettre. Là, vous voyez bien que c'est pas pareil. Oui. D'accord. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle la non-commutativité. Mais ce qui est extraordinaire, justement, dans la théorie des algèbres de von Neumann, en général, c'est que justement, c'est cette non-commutativité, c'est le fait que quand vous écrivez AB, c'est pas la même chose que d'écrire BA, mais ce qui est une chose évidente dans le langage courant, puisque le langage courant, lorsqu'on écrit un mot, on écrit les lettres dans un certain ordre, et c'est pas la même chose que si on les écrit dans l'autre ordre, évidemment. D'accord? Eh bien ça génère le temps. Vous avez parlé, lorsque vous avez parlé de ces découvertes, d'impression, d'illumination. Oui, bon. Est-ce que ça fait partie du mode de non, pas du tout. De penser non, c'est extrêmement rare. Je veux dire, c'est vrai que bon, ce fait en particulier,
C'est pas du tout un fait qui est tombé du ciel, c'est un fait qui est tombé après des quantités incroyables de calculs. Beaucoup de travail. Énormément de travail. Un Vous travail avez énorme. sué là-dessus. Oui, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est le moment où j'ai trouvé, si vous voulez, l'astuce très 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 simple qui permet de faire marcher les choses. J'étais pas en train de réfléchir à des maths. J'avais accompagné mon épouse à son lycée. Je rentrais en pensant à tout à fait autre chose. J'étais arrêté à un feu rouge avec ma voiture et tout d'un coup, boum. Effectivement, j'ai eu la certitude absolue que c'était vrai, que j'avais l'astuce qu'il fallait pour le faire marcher, etc. Tout d'un coup, ça c'est vrai. Mais bon, c'est un phénomène rarissime. Si vous voulez, c'est pas du tout comme ça que la recherche fonctionne. Ça arrive, bon, peut-être 2-3 fois dans une existence. Je veux dire, c'est pas du tout, on peut pas du tout dire que c'est comme ça qu'il faut faire fonctionner la recherche, qu'il faut être là tranquille, à écouter de la musique ou faire autre chose, et puis que boum, tout d'un coup les choses vont arriver. De toute façon, si vous voulez, ces choses-là, ça n'arrive pas du tout comme ça. Ça arrive au prix d'un travail considérable. Donc si vous voulez, le travail du mathématicien, le quotidien du mathématicien, c'est la frustration, le travail, se trouver devant une feuille de papier, etc. C'est comme ça. Voilà, vous allez m'expliquer comment travaille un mathématicien, comment vous travaillez en particulier, après une toute petite pause. Nous parlons à la cône du métier de mathématicien, et c'est vrai que, je le disais en introduction tout à l'heure, 400 mathématiciens dans les instituts de recherche publics en France, c'est peu, c'est une, entre guillemets, race à part. Comment travaille le mathématicien? J'ai cru en vous comprendre que d'abord, c'était un grand voyageur, c'est un hyperactif qui se déplace. Non, il y a une partie du travail, bien sûr. Je veux dire, c'est très important, par exemple, lorsqu'on commence à faire des mathématiques, de ne pas rester dans un univers trop clos. C'est aussi important quand même, si vous voulez, de respecter l'originalité. C'est-à-dire que moi je sais que les premiers profs que j'ai eus, comme par exemple Gustave Choquet, étaient des gens extrêmement originaux. Par contre, il faut quand même justement voyager. C'est vrai au début, c'est-à-dire il faut être confronté à l'expertise de gens qui sont vraiment à la frontière, si vous voulez, des sujets dans lesquels ils travaillent. Au tout début, c'est important. Mais c'est quoi un original à la cône? Comment vous définissez-vous l'original? Nous vous regardons déjà comme un original, puisque votre sujet de travail est l'originalité, si vous voulez, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. C'est le fait que un mathématicien commence son exploration du monde mathématique dans un coin très très particulier, dont on doit justement respecter le côté, même si c'est très excentré. Je veux dire, les mathématiciens en général ne commencent pas à travailler sur ce qu'on appelle les formes modulaires. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais regardé des choses sur l'analyse non standard, sur la logique et des choses comme ça. Donc, j'étais dans un domaine qui était très très excentré. Mais peu importe, ce qui compte après, c'est justement de garder un point de vue très particulier et d'avoir une vision particulière. Si tous les mathématiciens avaient la même vision, avaient le même point de vue, ce serait une catastrophe. Et en France, justement, on est un pays qui, grâce au CNRS, permet justement de respecter au mieux l'originalité. Si tous les mathématiciens du CNRS avaient à donner chaque année un rapport avec le nombre d'articles qu'ils ont publiés, à respecter un quota, ce serait une catastrophe. C'est ce qui se passe aux États-Unis, si vous voulez. Tout le monde travaille sur les mêmes thèmes aux États-Unis? Non, en tout cas, globalement... Il y a plus, si vous voulez, en fait, ce qui se produit, j'ai une image que j'aime toujours donner, c'est que les mathématiciens sont en général des fermions, c'est-à-dire que si un mathématicien travaille sur un sujet, un autre mathématicien ne va pas se mettre à travailler sur le même sujet. Par contre, les physiciens sont des bosons. C'est-à-dire que, par exemple, les physiciens théoriciens qui travaillent, par exemple, les gens de théorie des cordes, travaillent en général énormément sur le même sujet. Ils s'agglutinent sur le même sujet. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue sociologique, les mathématiciens sont plus, si vous voulez, exclusifs. Donc, des échanges, en même temps, une capacité à pouvoir, entre guillemets, s'isoler des autres pour pouvoir réfléchir. Bien sûr. C'est profond, c'est interne. Oui, vous savez, il y a cette anecdote que j'aime toujours raconter, parce que maintenant, elle n'est plus tellement vraie, malheureusement. C'est l'anecdote du directeur de l'Institut des études avancées à Princeton, qui avait eu la visite inopinée, je crois, d'un très très haut officiel. Je me souviens même pas si c'était pas le président des États-Unis, qui était venu pour visiter l'Institut par surprise. Alors, il y avait fait visiter quelques bureaux, puis ils avaient visité le bureau d'un mathématicien. Et alors, donc, ils avaient frappé à la porte, ils étaient rentrés. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient vu le mathématicien qui était allongé sur son bureau et qui regardait le plafond. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que... Et puis, j'avais un ami mathématicien qui racontait que la chose qui était la plus difficile pour lui, c'était d'expliquer à son épouse qu'en fait, les moments où il travaillait le plus dur, c'était quand il était allongé sur son lit dans le noir. Évidemment. Alors, c'est vrai que faire des mathématiques, si vous voulez, en fait... je donne toujours une recette pour justement les mathématiciens. Bon, ils sont tous différents, donc la recette ne peut pas être générale, mais qui est, par exemple, lorsqu'on a un calcul, aussi compliqué soit-il à faire, c'est d'être capable de partir faire un tour à pied et d'avoir en tête tous les éléments du calcul et d'être capable de le faire de tête.
Alors ça, si vous voulez, c'est une chose qui est extrêmement importante de nos jours à cause de l'emprise de plus en plus forte de l'ordinateur. C'est-à-dire, moi, il y a une chose qui me dérange maintenant, de plus en plus, c'est que quand je vais dans un institut, maintenant, je m'aperçois que la plupart des gens, même en mathématiques, sont devant un écran. Et bon, je sais bien qu'on peut s'y habituer, je sais bien que c'est un outil extraordinaire. Je l'utilise et je sais que c'est un outil extraordinaire pour faire des calculs, etc. Mais le danger, c'est le danger qui guette chaque petit élève de primaire qui, au lieu d'apprendre à faire des additions, des multiplications par lui-même, va appuyer sur sa calculette et va se fier aux résultats de la calculette sans jamais faire de calcul mental. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Eh bien, la différence, c'est que lorsqu'on fait un calcul mental, lorsqu'on fait un calcul aussi compliqué soit-il, de tête en mathématiques, eh bien, ça introduit dans le cerveau les éléments du calcul. Et si on met les données du calcul sur un ordinateur et qu'à la fin on a le résultat, eh bien, on n'a absolument pas la même chose. C'est exactement comme si vous faites un parcours en avion, si vous le faites à pied. Si vous allez d'un endroit A à l'endroit B à pied, lorsque vous arrivez au point B, on n'a pas vu la même chose. Vous n'avez pas du tout vu la même chose. Et en fait, vous connaissez la ville B parce que vous l'avez vue de loin, vous vous en êtes rapproché, etc. Et en même temps, on a du mal à vous imaginer, travaillant sur des problèmes mathématiques complexes, faire ce que vous nous expliquez, dire du calcul, parce que pour nous, le calcul mental, c'est plutôt une addition. Bien sûr, bien sûr. Non, si vous voulez, c'est mélanger les choses. Non. Les mathématiques, si vous voulez, sont stratifiées au niveau hiérarchique. Il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire que, il y a maintenant un nombre très grand de tâches mathématiques qui peuvent être faites par l'ordinateur. Et c'est vrai que, tracer le graphe d'une fonction ou des choses comme ça, c'est fait par l'ordinateur. Mais, ce qui fait la richesse des mathématiques, c'est la vision et l'abstraction conceptuelle. Les analogies, les choses qui sont pas encore complètement établies, si vous voulez, qui sont des idées dont on sait qu'elles vont marcher d'une manière ou d'une autre, mais on peut pas dire pourquoi. L'exploration, etc. Et ça, ce sont pas des choses qui peuvent être faites par l'ordinateur, absolument pas. Ça consiste à choisir, ce que disait Poincaré, inventer, c'est choisir en mathématiques. Là c'est de l'exploration, il y a une partie de calcul, si vous voulez, mais c'est une partie de calcul qui ne pourrait pas être faite par l'ordinateur, parce que c'est pas seulement du calcul formel, c'est des choses qui sont des analogies, c'est des choses où on va tester des idées, et c'est des choses où, à partir du moment où, justement, on va commencer à écrire des choses, certaines nouvelles idées vont jaillir. Pas seulement la juxtaposition de mots, etc. Et ça, l'ordinateur est à des milliards d'années-lumière d'être capable de faire ça. Vous devez énormément souffrir pour le faire. Oui, parce que c'est pas de la souffrance, si vous voulez, mais il y a toujours, lorsqu'on s'approche du but, il y a une espèce de tentation du renoncement. Et en fait, il faut savoir, ça c'est comme si vous cherchez un endroit avec une voiture, un truc comme ça. Lorsque la tentation du renoncement est à son maximum, c'est le moment où on est le plus proche du but, en général. Pourquoi parlez-vous aussi de temps en temps de sentiment de sécurité absolue lorsque vous faites des mathématiques ? Ah non, là je parlais de sentiment de sécurité absolue au moment où il y a cette espèce de rarissime phénomène, si vous voulez, qui était le phénomène de l'illumination. Bien sûr, immédiatement après... De la découverte. Immédiatement après que ce phénomène soit apparu, il y a une espèce de phénomène inverse qui se produit, c'est-à-dire on a une peur abyssale. C'est un peu comme si un grimpeur regardait en bas, si vous voulez. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut boulonner tous les éléments de la démonstration. Et lorsqu'on fait ça, évidemment, si vous voulez, c'est terrifiant. Parce que chaque étape de la démonstration peut être une catastrophe. C'est-à-dire lorsqu'on veut écrire chacune de ces étapes, on a beau en être sûr au niveau conceptuel, etc., on ne sait pas. Et tant que les choses ne sont pas écrites complètement, tant que, si vous voulez, la paroi n'a pas été complètement vissée, etc., on est sûr de rien. Il vous est arrivé de vous tromper ? Bien sûr. En fait, c'est pas se tromper, c'est autre chose. La partie la plus féconde, si vous voulez, ce n'est pas se tromper, mais c'est d'avoir deux approches à la même chose et qui ne collent pas. Et à ce moment-là, en fait, c'est le moment où on est le plus proche de la vraie découverte, parce que ça m'arrive, ça, c'est le moment clé, si vous voulez. Le moment clé, c'est le moment où, non pas où on se trompe, mais où on sait que les deux approches que l'on a, ou une idée que l'on a eue, n'était pas la bonne. Alors, il faut avoir suffisamment d'humilité pour admettre que cette idée n'est pas la bonne, faire machine arrière, et à ce moment-là, c'est là qu'on est proche de la vraie découverte, si vous voulez. Je sais qu'une des découvertes vraiment importantes que j'avais faites, j'étais au Canada, et j'étais avec mon épouse, on était sur un petit canoë sur un lac. Et à un moment donné, il y a un vol d'oies sauvages qui venait du Grand Nord, qui est passé sur le lac.
Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la voie dans laquelle j'étais n'était pas la bonne. Mais au lieu d'être un sentiment négatif, etc., non, c'était un sentiment d'exaltation. Parce que j'avais compris quel était le verrou qui bloquait les choses. Et je sentais confusément qu'à partir du moment où j'avais l'humilité nécessaire pour admettre que je n'étais pas sur la bonne voie, les choses allaient s'éclaircir. Donc, se tromper, c'est bien sûr, c'est le quotidien du mathématicien. Si vous voulez. Quelle part vous accordez à ce que Poincaré appelait l'intuition du mathématicien? C'est-à-dire, ce que vous nous expliquez là, d'ailleurs, je prends un problème, je marche, je le laisse maturer. Bien sûr. Il y a un travail inconscient qui est fait. Oui, il y a un travail de préparation, si vous voulez. C'est-à-dire que, en général, pour un problème qui est vraiment embêtant, par exemple, j'avais cherché pendant 2 ans sur ce problème-là, mais vraiment à un point qui était presque de la maniaquerie, si vous voulez. Mais donc il y a effectivement une phase très longue qui est une phase de préparation. C'est-à-dire c'est une phase dans laquelle on n'est pas capable d'avancer de epsilon sur le problème. Par contre, on est capable de regrouper 36 choses qui sont annexes au problème et on est capable de réfléchir à ces choses-là. Et de manière incroyable, mais très très bizarre, si vous voulez. En fait, le système cérébral fait en sorte que on arrive à trouver une voie complètement bizarre, qui a l'air de n'avoir aucune relation avec le problème de départ. Et on a l'impression qu'on change de sujet, qu'on s'intéresse à quelque chose de totalement différent. Mais au bout du compte, on s'aperçoit que c'était pas du tout quelque chose de totalement différent. Et qu'à la fin du compte, cette espèce de voie incroyablement détournée, qui paraissait s'occuper d'autre chose, etc., finit par rejoindre. Vous stratifiez, à un moment donné. Oui, on stratifie ou on sait pas. Mais alors là, vraiment, on nage dans l'inconnu total. Non, mais c'est vraiment important parce que, si vous voulez, ça montre à quel point le fonctionnement du cerveau est un fonctionnement qui est incroyablement différent, orthogonal du fonctionnement de l'ordinateur. Je vais reprendre justement Poincaré qui écrivait dans l'intuition mathématique, il dit ça devrait intéresser vivement les psychologues parce que c'est l'acte dans lequel l'esprit humain semble le moins emprunté au monde extérieur, de sorte qu'en étudiant le processus de la pensée géométrique, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans l'esprit humain que nous pourrions espérer atteindre. Oui, c'est vrai et c'est pas vrai. Je veux dire, c'est bien entendu que l'outil d'exploration que nous avons sur le monde mathématique, c'est le cerveau humain, c'est évident. Mais je le conçois comme un outil d'exploration. C'est-à-dire, si vous voulez, pour prendre une analogie, lorsque Watson et Crick ont trouvé la structure de l'ADN, je ne pense pas qu'ils l'aient inventée. C'est-à-dire, cette structure de l'ADN en double hélice, elle était là avant que Watson et Crick ne la décèlent. Ça me paraît bien évident. Et pour les mathématiques, c'est pareil. C'est-à-dire, mon point de vue pour les mathématiques, c'est qu'il y a une structure qui existe indépendamment de nous. Il existe un monde mathématique. Il existe un monde mathématique, tout à fait, bien sûr. Et nous, ce que nous faisons, si vous voulez, c'est, avec notre cerveau, exactement comme nous découvrons le monde extérieur avec notre vue, etc., ce que nous faisons, c'est de percevoir, d'explorer ce monde mathématique. Alors, évidemment, ça paraît bizarre aux gens, parce qu'ils disent, mais où il est ce monde mathématique? Oui, qu'est-ce que c'est ce monde mathématique? Voilà, exactement. Mais alors, si vous réfléchissez, vous vous apercevrez que le point de vue opposé, qui est le point de vue des matérialistes, qui consiste à dire, mais il y a un monde matériel, et je ne crois que dans les choses matérielles. Eh bien, si vous poussez les choses assez loin, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce monde matériel, son existence, sa cohérence, etc., ne sont basés que sur le consensus que nous avons entre nous sur ce monde matériel. Et justement, la découverte du quantique, si vous voulez, c'est une découverte extrêmement embarrassante pour, justement, le point de vue matérialiste. Parce que ça montre que dès que l'on va dans le très petit, non pas l'infiniment petit, mais même le très petit, si vous voulez, on s'aperçoit que justement la définition de la matière est une définition qui devient très rapidement aussi abstraite que la définition des mathématiques. Mais vous comprenez qu'on puisse être très fortement perturbé. Il y a le monde physique que nous apercevons, qui est le macrocosme. Il y a un monde dont on sait, qu'on utilise aujourd'hui avec ces lois qui sont le monde quantique que vous décrivez, et qui est, alors, pour la perception humaine, une catastrophe. Et vous nous dites, il existe un autre monde qui s'appelle le monde mathématique, qui a, alors c'est aussi une position philosophique. Hein. Bien sûr. Il y a derrière cela un ordre, Oui, alors je vais vous expliquer. C'est perturbant quand même. Quel est le lien avec le réel? Voilà, si vous voulez prendre un exemple, les mathématiques sont, de ce point de vue-là, mais de ce point de vue-là seulement, simplement une source inépuisable et incroyable de concepts. Et pour prendre un exemple, si vous prenez le dictionnaire ordinaire, vous prenez un mot du dictionnaire, vous regardez, et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez que la définition de ce mot, en fait, n'est définie que par rapport à d'autres mots. Et vous allez regarder la définition des autres mots, et puis finalement, vous allez tomber sur un cercle, c'est-à-dire un cercle vicieux. Alors, en fait, si vous voulez, les mathématiques, justement, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire, vous prenez par exemple un nombre entier, le nombre 3. Qu'est-ce que le nombre 3? Le nombre 3, c'est la qualité commune
à tous les ensembles qui sont tels que si vous leur enlevez un élément, puis un autre élément, puis encore un élément, ils deviennent vides. Alors ça, c'est une définition qui, si vous y réfléchissez suffisamment, vous allez vous apercevoir qu'elle ne fait appel à aucun autre concept préexistant. C'est une définition primitive. Et c'est une définition qui, si on la pousse au bout, un mathématicien l'a fait, il a inventé un langage qui s'appelle le Linkos et qui permettrait de communiquer avec une autre civilisation, simplement à partir de cette idée des nombres et de leur transmission, de la transmission des nombres. Donc en fait, si vous voulez, le concept mathématique est un concept qui n'est pas justement défini par rapport à d'autres choses qui sont empilées les unes par rapport aux autres, mais c'est le concept à l'état pur. Et ce dont on s'aperçoit, si vous voulez, lorsqu'on fait des mathématiques, c'est que justement, on aboutit à un langage parfaitement purifié et qui permet, à partir de ce langage, de qualifier le monde extérieur. Et d'une certaine manière, pour moi, si vous voulez, le monde extérieur, le monde de la physique, etc., s'inscrit à l'intérieur des mathématiques. Ce sont les mathématiques qui sont le monde, voilà. Et le réel, le réel s'inscrit à l'intérieur de cela. Voilà mon point de vue philosophique. Alors, si vous voulez, ça a un tas de conséquences. Ça a tout un tas de conséquences. Mais, si vous voulez, une des choses qui pour moi est la plus fascinante, c'est que justement, graduellement, lorsqu'on arrive à comprendre le monde extérieur et le monde de la physique, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, on peut arriver à en parler, on peut arriver à le décrire avec un nombre de paramètres qui est relativement petit. Vous voyez, et y compris le temps. C'est-à-dire des phénomènes aussi bizarres soient-ils, etc., qui paraissent en fait tellement imprégnés du quotidien et de choses comme ça, eh bien en fait, on arrive graduellement à les comprendre, à les inscrire dans ce monde-là. Ça veut dire que pour vous, les lois fondamentales de l'univers pourraient être incroyablement simples. Bien sûr. Bien entendu. Un des moteurs de ma recherche, ça a toujours été ça. Si vous voulez, lorsque on s'est aperçu à partir de Galilée, de Kepler, etc., qu'en fait, lorsqu'on jetait un corps en l'air, il suivait une parabole, lorsqu'on regardait les satellites de Jupiter, ils suivaient des ellipses, etc., lorsqu'on s'est aperçu que tout ça c'était des coniques et qu'elles obéissaient à une seule loi qui est d'une simplicité effarante, qui est la loi de Newton. Si vous voulez, c'est ahurissant lorsqu'on voit ça, parce qu'on s'aperçoit que des lois, que des choses qui apparaîtraient comme on aurait pu dire, vous savez, si les corps tombent, c'est à cause de la sélection naturelle, parce que tous les corps qui tombent pas ont disparu, ils sont montés. Bon, on aurait pu trouver toutes sortes d'explications, mais on a trouvé une explication qui est incroyablement simple, qui donne des résultats quantitatifs d'une précision ahurissante, et on a continué sur cette lancée. On ne peut pas s'arrêter sur cette lancée, si vous voulez. Et plus ça va, plus, si vous voulez, je progresse dans ma compréhension justement des mathématiques ou de la physique, plus je suis, si vous voulez, impressionné, fasciné par ce simple fait. Pourquoi ça marche? Pourquoi les mathématiques décrivent, entre guillemets, aussi bien le monde? C'est une interrogation. C'est une interrogation. Mais si vous voulez, alors l'explication que je n'accepte pas, justement, c'est que si on le fait, c'est par sélection naturelle, etc. Non, je pense pas. Si vous voulez, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est derrière et qui est la simplicité inhérente de l'univers, que l'on découvre avec émerveillement. On est très loin d'être au bout, infiniment loin. Donc pour moi, c'est une des motivations principales de mon travail. Si vous voulez, c'est finalement un petit enfant découvre l'espace, il se crée un modèle simpliste de l'espace extérieur. J'ai passé toute ma vie à raffiner ce modèle, si vous voulez. D'une certaine manière, c'est ça. Il y a une hypothèse que vous n'utilisez pas, c'est Dieu? Ah non, pas du tout. Non, pourquoi? Parce que si vous voulez, en général, je peux en parler. Mais pour moi, utiliser l'hypothèse Dieu, ça veut dire je ne comprends pas. Alors pour moi, c'est l'équivalent. Par contre, si on me demandait de définir l'entité en question, pour moi, si vous voulez, je l'identifie avec cet immense arbre généalogique dont nous sommes issus. C'est-à-dire, pour moi, si vous voulez, je trouve un peu triste qu'il y ait des gens qui passent leur temps à étudier les textes sacrés et qui n'étudient pas le génome. Parce que pour moi, le génome humain est la vraie Bible. C'est-à-dire que là, oui, il y a certainement toute l'histoire de l'humanité. Alain Cohn, vous dites vous dites apprendre autant en déchiffrant les partitions de Chopin qu'en lisant des articles de mathématiques. Oui. Laissez-moi m'expliquer là-dessus. Non, c'est autre chose. En fait, si vous voulez, c'est la question de niveau de raffinement. Disons que lorsqu'on commence à travailler dans un domaine, on croit toujours qu'on est au top, etc. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a le raffinement maximum. Et ce que j'aime beaucoup dans la manière d'écrire la musique de Chopin, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on comprendra en écoutant, non,
pourtant on peut apprécier, et puis bon, c'est une musique qui a été tellement jouée, tellement entendue que bon, c'est très difficile, si vous voulez, de l'écouter de manière naïve et puis de l'apercevoir dans son intégralité. Par contre, lorsqu'on l'étudie, c'est quelque chose de totalement différent. Lorsqu'on regarde les partitions et lorsqu'on regarde, si vous voulez, la précision, la pensée d'une infinie richesse avec laquelle il les a écrites, là, on franchit des degrés dans le raffinement. Et c'est bien sûr pas le seul musicien qui a fait ça, mais c'est un musicien qui avait cette espèce de maniaquerie, si vous voulez, dans la précision de l'écriture. Et donc c'est ça que je veux dire. Je veux pas dire que j'apprends des maths, non. Ce que je veux dire, c'est j'apprends l'humilité par rapport au raffinement. C'est ça que je veux dire. Merci Alain Caude, merci d'être venu sur Europe 1 nous parler de votre métier, de votre passion, de votre vie, les mathématiques. Absolument. Je renverrai nos auditeurs à quelques lectures. Matière à penser, c'est avec Jean-Pierre Changeux justement chez Odile Jacob, et vous discutez amplement de cette nature des mathématiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine à l'écoute des programmes d'Europe 1.